Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. L'affaire Leonarda se déplace dans la rue. Des milliers de lycéens parisiens se sont mobilisés aujourd'hui contre les expulsions de leurs camarades étrangers. La jeune Rome doit-elle revenir en France? Débat à suivre dans ce journal. Le combat pour la laïcité relancé après le nouveau procès en appel de l'employée de la crèche Babylou, licenciée pour port du voile. En mars, elle avait obtenu l'annulation de son licenciement par la Cour de cassation. Prochaine décision le 27 novembre. Un rapport sénatorial tire la sonnette d'alarme sur la situation sociale et sanitaire des prostituées et propose un éventail de mesures très concrètes pour un véritable accès aux soins et aux droits des prostituées. À 4 jours du second tour de la primaire PS à Marseille, les deux finalistes Samia Ghali et Patrick Mennucci se sont affrontés lors d'un ultime débat télévisé que vous avez pu suivre il y a quelques instants sur notre antenne. La sénatrice accuse le député d'être le candidat de Matignon. Écoutez cette passe d'armes plutôt musclée. C'est pas finalement ces ralliements de petits arrangements parisiens. Oui, de petits arrangements parisiens, de couloirs Matignon ou de bureaux parisiens. Vous pensez vraiment que Matignon est derrière ou pas? Oui, d'ailleurs Eugène Caselli s'en est pas caché. Il a dit qu'il avait eu un coup de fil, un échange téléphonique avec le cabinet de Jean-Marc Ayrault, je le constate. Les Marseillais sont en train de voir que finalement ceux qui leur ont expliqué pendant des mois et des mois qu'ils étaient des anti-systèmes, anti-magouilles, anti-discussions entre amis, c'est ceux qui sont en train de les pratiquer aujourd'hui. Et je regrette, et je le regrette profondément, que Samia abaisse la primaire parce que c'était une réussite, et ça le sera d'ailleurs dimanche prochain. Parce que là, nous sommes dans le débat. Moi, ce qui m'intéresse, je le dis, c'est les propositions que nous faisons aux Marseillais, la capacité que nous allons avoir dimanche soir à nous rassembler, parce que moi, je n'oublie pas une chose. Mon adversaire, c'est aucun de ceux qui a été candidat, ni Christophe Masse qui n'a pas pris position et qui a fait une excellente campagne, ni Maria-Arlette Carlotti qui a fait aussi une bonne campagne, ni le président Calzelli, ni Henri Gibrayel et ni Samia Ghali. Mon adversaire, c'est Jean-Claude Gaudin et le Front National. Et ce débat sera diffusé sur Public Sénat ce soir à partir de 22h30. Un cri d'alarme sur la situation sanitaire et sociale des prostituées. Les sénateurs Chantal Joanneau pour l'UDI et Jean-Pierre Godefroy pour le Parti socialiste appellent à changer le regard sur la prostitution. Ils proposent des mesures concrètes pour faciliter l'accès aux soins et aux droits des prostituées. Reportage de Nathalie Guilloire. Voilà un exemple de petite carte que nous donnons aux personnes que nous rencontrons sur les lieux de prostitution. Une adresse, un numéro de téléphone en cas de détresse, mais aussi des plaquettes d'information. À l'Amicale du Nid, on va sur le terrain pour aider les personnes prostituées à s'en sortir et leur proposer un accompagnement personnalisé. Protection sociale, minima sociaux, réinsertion professionnelle, ces démarches peuvent être difficiles à réaliser quand on a un passé de prostituée. L'ouverture des droits est complexe quand il s'agit en particulier de droits à la formation et à l'emploi. L'accompagnement vers la formation et à l'emploi nécessite un travail avec les institutions. Au syndicat des travailleurs du sexe, on considère au contraire la prostitution comme un métier normal. Mais on constate des discriminations au quotidien. Par exemple, accéder à des droits bancaires, le fait de pouvoir même ouvrir un compte ou le droit à l'assurance, le droit à l'emprunt, il peut y avoir des fortes discriminations. Le fait d'être travailleur du sexe, il y a plein d'administrations qui sont assez sceptiques ou qui n'ont pas forcément envie de rendre les services qui sont disponibles. Pour les sénateurs, les prostituées sont d'abord des victimes. Dans leur rapport, Jean-Pierre Godefroy et Chantal Joanneau veulent changer de regard sur la prostitution. Il faut faire jouer une présomption de victime quand on voit une personne prostituée. Et donc il faut l'aider à sortir de la prostitution, il faut l'aider à dénoncer son réseau. Donc il y a beaucoup de dispositions qu'on préconise, comme l'octroi d'un titre de séjour, comme une allocation temporaire, l'accès au logement d'urgence, un vrai système de protection de la part de l'État. Selon les sénateurs, il y a 20 000 à 40 000 personnes prostituées en France, dont la grande majorité est esclave de réseaux de traite.
C'est devenu l'affaire Babylou. En 2008, une salariée de cette crèche associative des Yvelines était licenciée pour faute grave après avoir annoncé son intention de porter le voile. En mars 2013, elle avait obtenu l'annulation de son licenciement. Aujourd'hui, le feuilleton judiciaire continue. Partisans de la laïcité et de la liberté religieuse se sont à nouveau affrontés devant la Cour d'appel de Paris. Cécile Sixou. Finalement, il faudra encore attendre. La Cour d'appel de Paris ne rendra son jugement sur l'affaire Babylou que le 27 novembre. Sage décision pour la sénatrice communiste Isabelle Pasquet. Je crois qu'il faut dépassionner le débat. Il faut regarder, discuter, attendre que chacun se prononce et donne son avis et que, que la décision soit prise le plus sereinement possible. Le feuilleton judiciaire dure pourtant depuis 2008, depuis le renvoi d'une employée voilée de la crèche. Elle porte l'affaire devant les tribunaux qui la déboutent à 2 reprises. En mars dernier, premier rebondissement, la Cour de cassation annule le licenciement. Aujourd'hui, l'affaire revient devant la Cour d'appel de Paris, mais son jugement est repoussé. Un parcours trop long pour la sénatrice RDSE, Françoise Laborde. Je suis très déçue que leur marathon soit prolongé de façon aussi longue, parce que c'est une usure du personnel, c'est une usure de tous, pour arriver à un résultat que j'espère positif pour la République. D'ailleurs, à la sortie de l'audience, la directrice de la crèche a déjà pris sa décision. Son établissement fermera à la fin de l'année. Les conditions ne sont plus réunies pour travailler dans le calme et la sérénité. Il y a des pressions, il y a des menaces, il y a de l'harcèlement au quotidien. Donc l'équipe et notre conseil d'administration a décidé de fermer les portes au 31 décembre. Rien n'est encore confirmé, mais la crèche pourrait déménager à Conflans-Sainte-Honorine. Et notre invité ce soir est justement le sénateur maire de Conflans-Sainte-Honorine, Philippe Esnol. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on vient de le voir dans le reportage de Cécile Sixou. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous confirmer que vous allez bien accueillir Babylou, qui ferme donc ses portes le 31 décembre? Oui, tout à fait. On leur avait fait la proposition le jour même de la décision de la Cour de cassation, parce qu'ils étaient tellement désespérés par la décision qu'ils imaginaient immédiatement qu'ils allaient avoir de grosses difficultés à pouvoir se maintenir sur Chanteloup. Et donc, plutôt que de voir purement et simplement péricliter et s'arrêter une structure aussi exemplaire que Babylou, je leur ai proposé de les accueillir à Conflans, qui est quand même très très proche de Chanteloup. Alors, votre réaction sur la décision de la Cour d'appel qui ne sera finalement connue que le 27 novembre, vous êtes déçu, il faut encore attendre? Oui, mais bon, de toute façon, le délai ne change pas grand-chose, quel que soit le résultat. La situation est devenue tellement tendue sur Chanteloup que de toute façon, ils ont pris la décision de fermer la structure là-bas et de venir s'installer à Conflans. Tout est en place. Aujourd'hui, pour les accueillir à Conflans, je pense que fin février, début mars, ça devrait pouvoir se faire. Il ne reste plus qu'à boucler pour eux le financement. Et je crois que, sincèrement, qu'ils vont y parvenir, puisque même le Conseil général des Yvelines et peut-être la région, finalement, vont les aider finalement à opérer ce déménagement. Donc l'aventure judiciaire, elle se poursuit, mais elle ne sera peut-être pas terminée d'ailleurs au soir du 27 novembre, parce que si la Cour d'appel revient sur la préconisation de la Cour de cassation, vous savez que ça retournera à l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Là encore, il y aura des délais. Et là, on verra ce que décide l'Assemblée plénière. Alors pourquoi avez-vous souhaité bien tendre la main à cette crèche associative? C'est également au nom d'un combat en faveur de la laïcité, puisque cette affaire est devenue le symbole du combat des défenseurs de la laïcité, finalement. Alors c'est à la fois au nom, effectivement, du combat en faveur de la laïcité, parce que je considère que, pour ce qui concerne la petite enfance en particulier, qui est pour le coup vraiment un service public, et même le service... Même dans les structures privées, comme c'est le cas. Même dans une structure privée associative, hein, avec beaucoup de subventions publiques quand même, comme Babylou, qui propose en plus un service public hors norme, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui par ailleurs est une structure qui permet une intégration tout à fait remarquable des femmes qui sont elles-mêmes dans les quartiers concernés, etc. Donc
pour toutes ces raisons, je pense que c'est vraiment une structure exemplaire qui mériterait même d'ailleurs d'être étendue bien au-delà sur le territoire national et qu'il fallait à tout prix mettre tout en œuvre pour que cette structure ne disparaisse pas purement et simplement. Vous avez évoqué les subventions de la région Île-de-France. Elles avaient été refusées un temps. Vous avez bon espoir d'avoir de l'argent? C'est ce que vous nous dites ce soir? Je crois savoir que je m'en étais un petit peu alarmé. Je ne suis pas sûr que les conseils aient été les bons au niveau de la région. Et depuis, je crois savoir que le président de région a proposé un rendez-vous aux dirigeants de Babylou. Il va donc les recevoir, je crois, très prochainement. Et je pense que du coup, il y aura certainement un soutien de la région avec nous. En tout cas, je l'appelle de mes voeux et je l'espère, parce que ce serait incompréhensible qu'ils en soient pas ainsi. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de tensions autour de cette affaire. Est-ce que vous-même, vous avez subi en tant qu'élu des pressions? Est-ce que vous ressentez ça sur le terrain? Non, pas du tout. À Conflans, il n'y a absolument aucune pression qui s'est exercée à ce sujet. On a d'ailleurs pour le coup des relations, nous, avec la communauté musulmane à Conflans qui sont très très bonnes. On travaille en très bonne intelligence avec toutes les communautés d'ailleurs. Et même si moi je suis un laïc fervent et non croyant par-dessus le marché, mais non, il n'y a aucune pression locale pour le coup sur le sujet. Est-ce que vous pensez, comme certains parlementaires, qu'il faut une loi sur le port du voile dans ces structures privées quand ça touche la petite enfance? Oui, j'en suis absolument convaincu, parce que contrairement à ce que je lis ou j'entends un peu partout, ça n'est plus aujourd'hui un fait minoritaire. On a aujourd'hui une montée de la demande religieuse absolument dans toutes les structures et de manière de plus en plus véhémente et virulente. Et donc je crois qu'il faut une loi pour poser les limites, parce qu'au moins c'est clair et ça ne laisse pas à chaque fois place à la négociation, à la discussion, à des pressions, etc., qui dans certains quartiers sont extrêmement difficiles à supporter. La preuve avec ce qu'on vit aujourd'hui à Chanteloup avec Babylou. Donc je pense qu'une loi aurait le mérite de clarifier les choses et de poser clairement les limites de l'intervention du religieux dans la sphère professionnelle. On a quand même un vrai problème. Est-ce que la sphère professionnelle, d'ailleurs de manière générale quelle qu'elle soit, est le lieu pour se livrer à de la démonstration religieuse? Sincèrement, je ne le crois pas. Et je pense que pour toute une catégorie de la population qui sont les non-croyants et qui, pour le coup, eux, n'ont pas beaucoup de lobby pour les représenter, il faut mettre un terme à tout ça. Le religieux fait partie de la sphère privée et n'a rien à voir dans la sphère publique ni dans la sphère professionnelle. Je crois qu'une fois pour toutes, il faut que ce soit dit. Eh bien, merci Philippe Esnol d'avoir été notre invité. Merci. Le financement de la deuxième étape de la loi sur l'autonomie reste à déterminer, annonce de la ministre Michèle Delaunay. Elle était interrogée cet après-midi par Perrine Tarnot. On l'écoute. Ce qui est un engagement ferme, c'est l'ouverture dès novembre de la concertation, le passage en Conseil des ministres vers avril. Et ensuite, vous savez, on dépend du calendrier parlementaire. Très chargé, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est cela. Mais nous espérons que cela puisse être au moins amorcé avant l'été. Et les mesures prendront effet au dernier délai pour le 1er janvier 2015. Application au 1er janvier 2015. Loin de l'inventaire critique réclamé par d'anciens ministres de Nicolas Sarkozy, l'UMP était réunie cet après-midi à Paris pour une convention sur le quinquennat de l'ancien président. Jean-François Copé, l'actuel président de l'UMP, a surtout saisi cette occasion pour sonner la charge contre François Hollande, accusé de favoriser la montée du Front National. On l'écoute. Il est hors de question de refaire l'histoire. Cet exercice tellement simple et tellement français, qui consiste à dire « Ah, si j'avais été à leur place, j'aurais fait tellement mieux ». Ben voyons. Il ne s'agit pas non plus de régler je ne sais quel compte personnel, ni avec Nicolas Sarkozy, ni avec François Fillon. D'abord parce que l'autoflagellation, ça ne fait jamais avancer les choses. Donc dans ce contexte, je veux aussi que l'on dise aux Français ce que nous pensons profondément. Oui, j'accuse François Hollande, président de la République, de favoriser par sa politique la montée du Front National. Ne nous payons pas de mots. Ce n'est pas l'UMPS, et je viens de vous démontrer combien la gauche et la droite c'est différent, c'est le FNPS.
Et David Assouline, sénateur de Paris et porte-parole du Parti socialiste, a fustigé la honte et le cynisme de Jean-François Copé, qui a donc employé cette formule pour la première fois. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Après le cas Leonarda, c'est celui d'un lycéen de 19 ans, Katchik, expulsé samedi 12 octobre vers l'Arménie, qui a conduit aujourd'hui les lycéens parisiens dans la rue. À la veille des vacances de la Toussaint, ils se sont mobilisés en nombre contre les expulsions. Jérôme Rabier a suivi leur cortège. 2500 selon la police, 7500 pour les organisateurs. Et un constat, les lycéens parisiens se sont mobilisés en nombre pour exprimer leur colère après l'expulsion d'un de leurs camarades de nationalité arménienne ce week-end. Toute la journée, ils ont arpenté les rues de la capitale pour crier leur opposition aux expulsions d'élèves scolarisés et ils comptent bien inscrire leur mouvement dans la durée. Quand on voit comment Leonarda dans le Doubs a été expulsé, c'est vraiment honteux. Et là, aujourd'hui, on est vraiment tous dans la rue pour montrer notre indignation. Les mobilisations, elles ne s'arrêteront pas tant que les deux lycéens ne seront pas revenus sur Paris. Même si il faut qu'on les continue après les vacances, on les continuera parce qu'on n'acceptera jamais que deux de nos potes se fassent expulser. Leur cible préférée, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, responsable à leurs yeux de ces expulsions. Les slogans réclamant sa démission et les autocollants distribués par le Front de Gauche ont la cote dans le cortège. Et pour les militants de longue date, venus soutenir ces jeunes manifestants, difficile d'accepter que ces expulsions soient effectuées par un ministre de gauche. Si ce sont les valeurs de gauche, alors je ne suis plus de gauche, mais je suis d'où? Je ne sais pas. Et de parler de République, mais alors, où elle est sa République? C'est pas la mienne. Égalité, liberté, fraternité, où sont ces mots? Ils sont vides. Il les a vidés. L'humeur bon enfant de la journée aura à peine été écornée par de rares échauffourées avec les forces de l'ordre à la fin du défilé. À 2 jours des vacances, pas question pour eux de renoncer. Rendez-vous est pris pour demain, place de la Bastille, pour continuer de se mobiliser. Et la présidente du groupe communiste au Sénat a tenu à apporter son soutien au mouvement lycéen. C'était cet après-midi lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement. On l'écoute. Je tiens à m'associer à l'émotion des jeunes qui manifestent cet après-midi pour l'arrêt des expulsions du territoire. Ne serait-ce qu'au nom des valeurs de gauche, il faut entendre leur colère et pour le moins faire revenir au plus vite dans notre pays Leonarda, sa famille et le jeune Katchik. Et nous ouvrons le débat de 24 heures Sénat avec nos invités ce soir. Philippe Juvin, bonsoir. Vous êtes secrétaire national de l'UMP, député européen. Et face à vous, Thierry Marchalbeck, bonsoir. Vous êtes président du MJS, le mouvement des jeunes socialistes. Une réaction, Thierry Marchalbeck. Demain, enseignants et lycéens sont appelés à se mobiliser partout en France. Parce que le gouvernement est en train de se faire déborder par l'affaire Leonarda et puis l'expulsion d'autres élèves étrangers, comme on l'a vu cet après-midi avec Katchik. Le gouvernement, un gouvernement de gauche, à chaque fois qu'il y a un mouvement social, il doit l'entendre, l'écouter. Et quand on met la priorité jeunesse au cœur de son action, c'est le choix du président de la République, et qu'on a des jeunes qui se mobilisent massivement, de façon spontanée, on voit qu'une indignation, c'est ce que disait la jeune lycéenne qui était dans votre reportage, eh bien je crois qu'il faut entendre, et je pense que c'est ce qu'a fait le Premier ministre, qui n'avait pas attendu de voir des manifestations pour dire il y a eu une arrestation dans un cadre scolaire, ce n'est pas normal, il y a une circulaire qui a été prise quand c'était Nicolas Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur, disant pas d'arrestation dans le cadre scolaire. Donc il a demandé, il a ordonné au ministre de l'Intérieur de mener une enquête administrative. Et en fonction de cette enquête administrative, il pourra y avoir, c'est ce que j'espère, le retour de Leonarda, de sa famille. Et il faudra, après cela, poser la question plus globalement de la politique du chiffre en termes de politique migratoire. Philippe Juvin, une réaction. On voit que les lycéens s'emparent de cette affaire, de ces expulsions d'élèves. Je trouve que la position du Parti socialiste, enfin de plusieurs personnes au Parti socialiste qui aujourd'hui mettent en cause la décision de justice, je le rappelle, témoigne d'un mépris total du bon fonctionnement d'un État de droit. La justice s'est saisie de cette affaire, 4 ans de procédure, 4 ans, ce qui d'ailleurs est beaucoup trop long pour tout le monde, y compris pour la famille concernée. Il faudra résoudre cette question de la lenteur de la justice, mais c'est la justice qui a dit le droit. Et dans une démocratie, je rappelle que c'est la justice qui dit le droit et ce n'est pas l'opinion publique, qui est toujours versatile. Est-ce que vous soutenez l'action menée par Manuel Valls ce soir? Ah non, là, Manuel Valls joue un rôle qui n'est pas celui que l'on croit. En réalité, cette affaire ponctuelle de retour
dans leur pays d'origine d'étrangers en situation irrégulière a été jugé normal par le juge. Donc c'est normal. Manuel Valls n'y est pour rien. La réalité, c'est que depuis que Manuel Valls est là, les retours à la frontière ont diminué, le regroupement familial s'est accéléré. Au contraire, Manuel Valls mène une politique extrêmement laxiste derrière des dehors de « je monte mes biscottos ». J'imagine que vous avez publié une tribune aujourd'hui dans le Huffington Post et justement, vous, au contraire, vous inquiétez de cette politique du chiffre menée par le gouvernement. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que vient de dire Philippe Juvin? J'aimerais que cela soit vrai, que nous ayons une politique plus humaine, respectueuse des personnes, qui puisse envisager dans un pays aussi riche que la France la régularisation de travailleurs sans papier, la régularisation de leur famille. Mais la réalité, c'est qu'on l'a vu, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, personne ne conteste ces chiffres, qu'il y aura plus de retours forcés à la frontière, de reconduite à la frontière forcée avec action des forces de l'ordre en 2013 que ce ne l'était en 2008, la première année du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et pour une raison toute simple, c'est que vous, c'était le choix de l'UMP. Comment vous avez gonflé les chiffres, fait de la gonflette les 2 dernières années, c'est que vous donniez de l'argent pour personnes qui voulaient repartir dans leur pays, et c'est ce qui a fait qu'il y a eu 10 000 personnes en plus. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, parce que moi j'entends ce que vous dites, vous venez de dire, oui, il faut accélérer. Il y avait 100 reconduites à la frontière par jour il y a un an, il n'y en a plus que 60 par jour. Aujourd'hui, c'est les chiffres, je suis désolé. Il faut entendre les choses. Vous savez très bien qu'il y a une différence entre les reconduites forcées, c'est-à-dire qu'il y a une action des forces de l'ordre, et les reconduites qui étaient uniquement obtenues parce que vous faisiez des chèques, vous dépensiez l'argent, parce que vous dépensiez de l'argent. Est-ce que vous êtes pour le retour du fait qu'on donne 200 euros? Est-ce que vous êtes pour qu'on redonne à nouveau 200 euros? Est-ce que vous êtes à nouveau pour qu'on redonne 200, 300 euros aux familles roms pour qu'elles puissent repartir dans un pays membre de l'Union européenne? C'est juste ça, parce que vous êtes toujours pour la baisse de la dépense publique, vous êtes toujours pour supprimer des postes de fonctionnaires, mais après vous dites ah là là, il y a des problèmes dans la justice. Ah là là, il y a des problèmes dans la police. Par Manuel Valls, on ne peut quand même pas dire que le ministre de l'Intérieur avance masqué. On sait qu'il applique sa circulaire, qu'il a demandé au préfet de l'appliquer dans des délais rapides. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous gêne? Et moi, ce qui me gêne précisément, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la gauche, ça devait être une politique ferme, mais une politique qui a abandonné la politique du chiffre, c'est-à-dire de mettre des objectifs chiffrés, de dire là, il faut expulser 21 000 personnes, là, il faut expulser 25 000 personnes. Est-ce que vous trouvez dans l'absolu qu'il est normal que dans un état de droit, quelqu'un qui est sans papier sur le territoire, c'est-à-dire qui est entré illégalement sur le territoire, soit automatiquement régularisé? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal, comme l'a dit, je crois, l'UNEF hier, l'UNEF, qui n'est pas particulièrement un syndicat de droite, l'UNEF a dit, à partir du moment où une famille illégale a un enfant qui est scolarisé, il ne faut pas qu'il y ait expulsion. Accepter cela, ça signifie en pratique qu'il suffit d'entrer sur le territoire avec ses enfants, de les scolariser, puisque heureusement, en France, tous les enfants sont scolarisés, qu'ils soient de familles légalement ou illégalement présentes. Sanctuariser l'école, sinon qu'est-ce que ça veut dire sanctuariser? Sanctuariser, ça signifie... Vous posez une question, je vais vous répondre. Cela signifie donc que le droit ne s'appliquerait pas parce qu'on aurait un enfant scolarisé. Mais madame, tous les enfants... Vous pouvez comprendre l'émotion des enfants, bien ceux sûr, qui ont assisté... Mais madame, tous les enfants, heureusement, sont scolarisés en France, qu'ils soient de familles légales ou illégales. Donc à partir du moment où vous dites, quand un enfant va à l'école, les parents ne peuvent plus être exclus du territoire national, ça signifie que vous demandez la régularisation massive et automatique de tous les illégaux qui ont des enfants. C'est ça que vous demandez. Est-ce que c'est ça que vous demandez? J'espère que non. Ce que ne vous dit pas, monsieur le député européen, c'est qu'en France, depuis plus de 20 ans, il y a 300 000 personnes en situation irrégulière. Qu'au moment les plus forts, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser? Je vous ai pas interrompu. J'ai pris sur moi. Je vous ai pas interrompu. J'ai pris sur moi. C'est pas toujours facile quand on entend un certain nombre de contre-vérités. Donc s'il vous plaît, laissez-moi développer mon argumentaire. Il y a 300 000 personnes en situation irrégulière depuis plus de 20 ans. Quand il y a eu des périodes de régularisation, des périodes où il n'y en a pas eu, il n'y a jamais eu d'appel d'air. C'est globalement un chiffre qui est stable. Et au moment où la politique mettait énormément de moyens, ça coûte très cher une expulsion, 27 000 €. Il y a plusieurs rapports qui le démontrent. Notamment un rapport sénatorial. Un rapport sénatorial. Et qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? On voit que même sous Nicolas Sarkozy, on n'a jamais dépassé les 25 000 ou les 30 000 expulsions. Donc s'il y avait 0 immigrés illégaux qui rentraient en France, on mettrait plus de 10 ans. Vous voulez faire quoi? Vous voulez consacrer combien de moyens à la chasse aux immigrés? Surtout, parce que moi aussi, s'il vous plaît, monsieur, laissez-moi, je vais finir. Et moi, je vous pose juste une question, c'est qu'on connaît le programme de l'UMP, c'est moins 1 million de fonctionnaires en l'espace de 5 ans.
Comment on fait pour expulser 300 000 personnes, parce que c'est ça que vous veniez de dire, si vous supprimez des policiers, si vous supprimez des juges, si vous supprimez les moyens dans la pénitentiaire. Moi, je ne suis pas pour consacrer plus de 1 milliard. Si vous voulez doubler le nombre d'expulsions, est-ce que vous voulez consacrer 1 milliard aux expulsions par an? Moi, je pense que les Français, ils ne veulent pas dépenser 1 milliard pour les expulsions. Ils veulent dépenser l'argent dans l'éducation, ils veulent dépenser l'argent dans la priorité jeunesse. Je vais vous poser quand même la question. Cette affaire Leonarda montre une gauche finalement divisée. Est-ce que c'est pas du pain béni pour l'opposition? Mais une gauche qui est forte de ses valeurs, et dans ses valeurs, il y a les débats, il y a la démocratie. Effectivement, on n'a pas le culte du chef. Posez la question, moi je le dis très clairement, c'est la position des jeunes socialistes depuis 20 ans. Posez la question de la régularisation des enfants scolarisés. Posez la question de la régularisation des travailleurs sans papier. Et donc assumez. Mais moi je suis pour ouvrir des régularisations. Je suis pour qu'il y ait un plan de régularisation aujourd'hui dans notre pays. Massivement. Est-ce que vous voulez régulariser les familles dont les enfants sont scolarisés? Oui ou non? Moi, je vous le dis, oui. Et pourquoi? Dans ces cas-là, cela signifie en pratique, puisque qu'il faut changer la loi, et c'est ce que je dis dans plusieurs tribunes. Heureusement sont scolarisés, puisque tous les enfants, heureusement, sont scolarisés. Vous venez d'expliquer que le Parti socialiste veut régulariser la totalité des illégaux en France. C'est très intéressant et c'est une folie. Vous savez combien de personnes cela fait? C'est une folie. Combien de personnes? C'est une folie. Mais par définition, par définition, comment voulez-vous savoir combien il y a d'illégaux puisqu'ils sont illégaux? Vous avez des gens, ils sont connus, ils sont dans les préfectures, ils ont des dossiers. Vous ne savez même pas les chiffres. Vous faites de l'idéologie parce que vous ne connaissez pas les chiffres. Vous savez que c'est 200 à 300 000 personnes maximum, qu'il n'y a pas d'appel d'air. Et vous n'avez pas de problème. Alors que vous dites, il faut réduire la dépense publique, il faut supprimer des postes de fonctionnaires. Donc il n'y aura plus de policiers, mais on veut expulser 3 fois plus. On veut que la justice. Monsieur veut que la justice aille plus vite, mais il est dans un parti qui veut supprimer des dizaines de milliers de postes dans la justice. Vous êtes pas cohérent sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on fait quand même pour protéger les populations clandestines? Je crois qu'il n'est pire ennemi des immigrés que leurs faux amis. C'est-à-dire qu'en appelant à la régularisation massive des sans-papiers, ce que manifestement le Parti socialiste veut faire, en fait, on joue le jeu de qui? On joue le jeu de ceux qui sont contre l'immigration réussie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous voulons, nous, à l'UMP, faire en sorte de freiner cet aimant massif à l'immigration illégale. Aujourd'hui, par exemple, savez-vous quelle est la seule taxe que M. Hollande ait baissée? La seule taxe que M. Hollande ait baissée, c'est la disparition de la franchise pour l'aide médicale d'État. On avait dit en France, heureusement, nous avons un système, l'aide médicale d'État, qui fait que tous les immigrés en situation illégale en France, les sans-papiers, ont accès à la santé. À condition, c'était la décision de Sarkozy, qu'ils payent une franchise de 30 € par an. 30 € par an. Hollande arrive au pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait dans les premières semaines? Il supprime cette franchise. Aujourd'hui, un illégal est soigné plus gratuitement qu'un Français présent, citoyen français, ou qu'un immigré en situation légale. Tout ça est absurde. C'est un appel d'air à l'immigration illégale. Je pense que l'immigration illégale est le pire ennemi, monsieur, de l'immigration légale. Le débat va bientôt toucher à sa fin, donc je voudrais vous faire réagir à la question que nous avions posée à notre partenaire, le nouvelobs.com. Êtes-vous favorable au retour de Leonarda en France? Ils ont dit non à 67%, oui à 26%. Si elle revient, c'est un désaveu pour qui? Pour le gouvernement, pour Manuel Valls? C'est un désaveu pour l'état de droit. Évidemment, elle ne doit pas revenir. Un juge a dit qu'elle ne devait pas résider en France, que sa famille ne devait pas résider en France. Dire le contraire, ça serait nier la totalité de l'organisation de ce qu'est un état de droit. J'espère qu'on ne va pas aller à une folie pareille. Thierry Marchal-Beck, en 30 secondes. C'est pour cela qu'il y a une enquête administrative. Et moi, je pense qu'il y a un endroit qui est sacré, c'est les sorties scolaires, l'école, pas d'arrestation dans l'école. Et donc, s'il y a bien un vice de forme, oui, Leonarda et sa famille doivent retourner, parce que quand on ne respecte pas une circulaire, qui plus est, une circulaire de Nicolas Sarkozy, eh bien oui, sa famille doit revenir. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Merci Philippe Juvin, merci Thierry Marchal-Beck. C'est la fin de ce 24h Sénat. À 22h, Sonia Mabrouk reçoit Jean-Pierre Chevènement, sénateur MRC du territoire de Belfort. Bonne soirée et à demain.